20h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin avec Marie-Roger Billois, présidente du groupe Africain International Média. Bonjour Marie-Roger. Bonjour Raphaël. Et Gauthier Ribinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Au sommaire, 2 jours de trêve supplémentaire à Gaza. Israël et le Hamas sont tombés d'accord pour la prolonger alors qu'elle était censée expirer demain mardi. On attend maintenant la libération de 11 nouveaux otages, ainsi côté palestinien que 33 prisonniers détenus en Israël. Retour au calme en Sierra Leone après l'attaque d'hier contre une armerie et des prisons. Une déstabilisation aux allures de tentative de coup d'État avortée. C'est tout de suite, on va plus loin. Ils ont donc 2 jours supplémentaires pour négocier des libérations d'otages en échange de prisonniers palestiniens et l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. Israël et le Hamas prolongent la trêve. Elle était censée expirer demain mardi. Karim Yayaoui, vous êtes à Tel Aviv pour France 24. Un compromis a donc finalement été trouvé sur la durée de cette trêve. Un compromis a été trouvé, 2 jours de trêve supplémentaire. Les 2 parties ont fini par s'accorder. Côté israélien, on voulait éventuellement une trêve renouvelable chaque jour. Côté Hamas, on espérait une trêve plus longue sur la durée. Et c'est donc une trêve de 2 jours éventuellement renouvelable à laquelle les 2 parties ont finalement dit oui. Les Américains avaient poussé dès hier. On avait entendu Joe Biden. On avait aussi entendu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou évoquer cette hypothèse alors qu'il réunissait ses équipes hier non loin de la place des otages. Et donc aujourd'hui, cette hypothèse semble se confirmer. Le Hamas, par un certain nombre de ses responsables, a mis en avant le fait qu'ils étaient en capacité de libérer un certain nombre d'otages, même si des otages seraient entre les mains d'autres groupes armés, notamment le djihad islamique. Et donc on semble se diriger vers au moins 2 jours de trêve supplémentaire et donc l'espoir de familles israéliennes qui n'ont pas encore retrouvé les leurs. On sait que parfois des enfants ont été libérés sans que leur mère, par exemple, ne soit libérée. Et donc l'espoir pour beaucoup de familles aujourd'hui du côté de Tel Aviv. Cet accord va s'accompagner évidemment par la libération de prisonniers palestiniens, notamment en Cisjordanie, des habitants de Cisjordanie et de Jérusalem-Est qui devraient retrouver leur foyer. Il y a quelques 7000 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Depuis le début de ces opérations de libération, ce sont essentiellement des adolescents et des femmes. Aujourd'hui, une trentaine d'adolescents et 3 femmes vont être libérés. 2 femmes originaires de Jénine en Cisjordanie et une femme originaire de Jérusalem-Est. Voilà pour les prisonniers donc palestiniens. Et puis on voyait derrière vous ces images, pendant que vous parliez Karim, des véhicules de la Croix-Rouge avec donc, on l'imagine, qui s'affaire sur fond de libération imminente d'otages israéliens. On ne sait plus sur l'identité de ces otages qui doivent être libérés aujourd'hui. Alors les otages qui sont libérés aujourd'hui, encore une fois, sont essentiellement des femmes et des enfants. 2 femmes et 9 enfants. Et donc des familles souvent qui sont rassemblées, donc une mère et ses enfants. Et il y aura peut-être, et ça c'est un espoir qui a été notamment alimenté par les déclarations de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, l'espoir de voir des Français libérés aujourd'hui. Ces identités seront révélées un peu plus tard dans la soirée lorsqu'ils auront été mis à l'abri par les forces armées israéliennes. Et comme chaque jour, le processus est à peu près le même à quelques différences près. La Croix-Rouge emmène ces otages jusqu'au point de passage de Rafah. Il semblerait qu'aujourd'hui, les services égyptiens sont entrés dans Rafah pour récupérer ces otages, pour finalement les emmener jusqu'aux soldats israéliens qui les ramèneront soit dans des hôpitaux, soit parfois dans la base d'Adzerim.
En tout cas, ça sera encore une fois la délivrance pour un certain nombre de familles israéliennes ce soir. Merci Karim, vous restez avec nous. Le Hamas qui avait donc fait savoir plus tôt dans la journée qu'il préparait une nouvelle liste d'otages à libérer afin de prolonger la trêve. Mais pour cela, il doit localiser des dizaines d'otages qui ne seraient pas entre ses mains. Marie-Roger, difficulté réelle de coordination entre factions palestiniennes ou bien tout simplement tentative du Hamas de gagner du temps pour se réarmer contre Israël? C'est une histoire extraordinaire. On a beaucoup de mal à imaginer que dans cette opération telle qu'on l'a vue, menée vraiment de manière très réfléchie et très organisée, que le Hamas ait perdu le contrôle d'une partie des otages. Ce n'est pas un otage, mais une quarantaine. C'est très difficile à croire. C'est très difficile à croire. Cela dit, par le passé, on a déjà vu des situations où des factions qui se sont mêlées à l'affaire prennent aussi leurs otages. On a déjà vu ça aussi. Et ça complique les choses. Mais dans ce cas précis, évidemment, on ne sait pas, c'est des supputations, mais comme on a beaucoup du mal à imaginer ça, c'est l'atout majeur du Hamas, ces otages. Donc, comment faire durer, j'allais dire, le plaisir? Comment continuer à avoir du pouvoir par le biais des otages? Comment gagner du temps? On ne serait pas surpris que ce soit un stratagème qui aille dans ce sens. Oui, parce qu'Israël n'a pas intérêt, à l'inverse, à faire durer trop longtemps la trêve, Gauthier. S'il le fait, on sent bien que c'est à cause de la pression des familles d'otages relayées par l'opinion publique israélienne. Oui, parce que, si vous voulez, si on prend la problématique de Netanyahou, c'est à la fois l'objectif et l'obsession d'éradiquer le Hamas, tel qu'il l'avait indiqué, avec cette priorité-là. Et comme vous le dites, il y a la pression non seulement israélienne, des citoyens israéliens, mais aussi une pression extérieure. Et probablement que dans cette trêve et son renouvellement, il ne faut pas oublier cette affaire du bateau qui a été arraisonné par des houtistes yéménites et qui avait fait craindre aux États-Unis que la chose s'embrase d'une manière telle que les États-Unis ne puissent pas faire autrement que d'intervenir. Et c'est la raison pour laquelle il y aurait cette pression sur Netanyahou qui lui dirait « levez un peu le pied, sinon ça va être la Lali, et là on ne pourra rien sauver ». Mais dans l'optique de Netanyahou, il y a la nécessité justement de reprendre de plus belle le combat et surtout de le faire durer, parce que plus ce combat dure, plus il se refait une virginité d'homme sécuritaire. Et on a bien vu aujourd'hui qu'il y a cette espèce, comme vous l'avez dit, il y a eu un compromis, une entente, appelons-le comme on le veut, mais il y a cette volonté de la part de Netanyahou de faire attention probablement à ce qui pourrait lui coûter beaucoup plus rapidement qu'il ne l'escompte. Le crédit qui lui reste, il n'est peut-être pas énorme. Alors on sait que l'opinion israélienne, elle se retourne aussi, comme d'autres opinions, à la faveur d'émotions très fortes. Mais là, il y a ce pari de sortir les otages avec un grand bémol. C'est qu'une fois, je ne sais pas ce qu'il faut souhaiter en l'occurrence, mais c'est qu'une fois que cette trêve sera terminée, quid de ceux qui resteront ? Mais oui. Et là, vous voulez dire les otages, et notamment, sans doute, on pense aux hommes et peut-être aux militaires qui resteront encore aux mains du Hamas. Alors évidemment, les militaires, d'autres civils, parce que vu la tournure que prennent les choses, c'est qu'on assiste à cette compression et déplacement forcé vers le sud, et le Hamas sera fatalement dedans, essaiera de se mêler à cette population. Et Israël pourra toujours dire « nous faisons attention à des frappes ciblées ». Que voulez-vous faire quand il y a une telle concentration de population ? Marie-Roger ? Alors, moi, j'ai du mal à imaginer que l'opinion israélienne se retourne en faveur de Netanyahou. J'ai vraiment beaucoup de mal. Pourquoi ? Elle l'a déjà fait par le passé. Par le passé. Mais cette fois-ci, ce qui s'est passé est unique. C'est un traumatisme profond. On n'a jamais vu ça. Je ne crois pas que... Et toutes les analyses qu'on fait mènent à la conclusion que Netanyahou a failli. C'est lui qui a imaginé la sécurité d'Israël de cette manière-là. C'est lui qui a failli. C'est la 5e guerre du Hamas. Et cette fois-ci, je ne pense pas que... je crois que les gens piaffent d'impatience que tout ça soit fini pour qu'il s'en aille. Et j'ai beaucoup de mal à imaginer que... Parce qu'il est beaucoup trop prévisible. Il a toujours fait ça et ça n'a pas marché. Et ça n'a jamais marché. On a vu ça avec le Hezbollah, quand on a bombardé le Hezbollah
on disait on va en finir, c'était pas le cas. Et on passe sur toutes les autres étapes, mais cette fois-ci, on a vu que il amène je crois que beaucoup d'Israéliens, même si ils sont pas d'accord avec toutes les options qu'on entend, je veux dire en dehors d'Israël, beaucoup pensent maintenant que Netanyahou n'a pas pu les protéger. Donc à partir de là, c'est très difficile de voir un changement juste parce qu'il a négocié un peu les otages. Et en plus, on vient de relever une difficulté, là. Est-ce qu'il les aura sortis tous? Voilà. Et je crois qu'il est juste un homme en sursis. Je crois simplement d'un mot que les Israéliens peuvent se débarrasser de Netanyahou, mais pas forcément de ce qu'il laisse comme empreinte dans la société israélienne. Ah oui, ça c'est autre chose. Et qui correspond à un certain esprit. Ce que Netanyahou, en 2 mots, a toujours essayé de faire passer, c'était l'idée qu'on appelle, à tort ou à raison, le syndrome de Masada, c'est l'idée que les Juifs et les Israéliens ne seront jamais en sécurité. Et d'une certaine manière, même s'il est responsable de ce qui s'est passé, disons... Quand même, si. Oui, il y a une culpabilité par défaillance. Oui, même s'il est responsable de ça. Il a renforcé le Hamas, il a fait d'une certaine manière, beaucoup. ce qui s'est passé illustre pour certains, je dis bien pour certains, la réalité et la véracité de sa thèse. C'est ça qui est compliqué. Et vous avez des Israéliens qui vont dire de toute manière, c'est ce que Netanyahou dit souvent, il dit de toute manière, dans le monde, on ne nous aime pas, tout le monde nous critique, donc quitte à être critiqué, autant aller jusqu'au bout. Et c'est ça. Mais jusqu'au bout, ça menait à quoi? À un moment donné, otages on est d'accord. Sont actuellement aux mains de la Croix-Rouge. Voilà, c'est ce qu'on apprend. Donc la Croix-Rouge s'est vue remettre par le Hamas les otages et donc qui sont vraisemblablement en route pour être transmis donc aux membres de l'armée israélienne, à Tzahal. Karim Yayaoui, on évoquait à l'instant cette pression des familles d'otages sur le gouvernement Netanyahou. Elle ne s'est jamais démentie en vérité. Si imposer les otages comme priorité. Démenti et petit à petit. Exactement, et c'est vrai qu'on les a vus ces derniers jours omniprésents sur cette place des otages, et c'était cette forme de pression qui s'est manifestée dès le début. Cette place des otages se trouve symboliquement en face du quartier général de l'armée israélienne, et c'est vrai qu'au lendemain de cette terrible tragédie du 7 octobre, Benyamin Netanyahou était apparu avant tout comme un chef de guerre. L'objectif, c'est de détruire le Hamas. Aujourd'hui, Benyamin Netanyahou a rencontré des familles d'otages. Il s'est aussi exprimé aujourd'hui en expliquant cette fois-ci, en inversant finalement l'ordre des priorités, que sa priorité c'était les otages, et ensuite il a évoqué la nécessité de détruire le Hamas et d'empêcher qu'il puisse à nouveau germer sur les terres de la bande de Gaza. Il a aussi annoncé aujourd'hui, et c'est aussi à destination des familles et de l'opinion, débloquer 30 milliards de shekels pour un fonds qui viendra en aide à tous ceux qui ont été endeuillés par le 7 octobre, les blessés, les familles de victimes, mais également ceux qui ont pâti des conséquences indirectes de ce 7 octobre. Et on sent bien que Benyamin Netanyahou a compris que cette pression était trop importante pour qu'il puisse y échapper. Alors des otages vont être libérés, ils sont actuellement aux mains de la Croix-Rouge, 11 nous disiez-vous vraisemblablement. Il semblerait qu'il y ait 9 enfants et 2 femmes parmi ces otages. On en sait plus sur les conditions de captivité qu'ont subi les otages déjà libérés les jours précédents? Alors, c'est des conditions extrêmement éprouvantes. Cette femme qui a été emmenée en hélicoptère et qui a 84 ans avait besoin d'un traitement quotidien. Pendant 50 jours, elle n'a pas pu prendre ses médicaments. Évidemment, ils ont raconté le calvaire qu'ils ont vécu parfois dans les tunnels, dans l'obscurité, l'incapacité parfois à respirer correctement, la malnutrition. Et puis, il faut rappeler que ces conditions sont aussi liés à ce qui se passe dans la bande de Gaza. Ils ont eux aussi subi le bruit des bombes, les bombardements, la peur, et comme une partie de la population de la bande de Gaza. Et donc les conditions étaient tout simplement catastrophiques pour tous ces otages. Ceux qui sont sortis l'ont raconté, et c'est vrai qu'on en sait un petit peu plus sur la manière dont ils ont vécu ces derniers jours. Les médias israéliens ont aussi évoqué
c'est Haaretz, le quotidien israélien, la présence de Sinwar, de Yahya Sinwar, qui aurait à un moment rencontré dans les tunnels de Gaza une partie des otages en leur indiquant là où vous êtes, vous ne craignez rien. Une façon d'avancer que ces tunnels étaient tout simplement inviolables, ces tunnels que l'armée israélienne a parfois bombardés et a cherché à localiser depuis des semaines. Merci Karim Yayaoui en direct de Tel Aviv pour France 24, alors qu'on attend donc que ces otages soient remis aux mains des autorités israéliennes. Marie-Roger, on l'évoquait à l'instant, les conditions de détention de ces otages qui, semble-t-il, n'ont pas été brutalisés durant leur détention, même s'ils ont partagé le sort de nombreux Gazaouis. Pour autant, il y a quand même ces images de femmes, de vieillards, d'enfants qu'on libère après plus d'un mois et demi passé dans des tunnels, on vient de l'entendre. Alors certes, leurs proches disent qu'aujourd'hui, ils n'ont pas été brutalisés durant leur captivité, mais tout de même, ça nous rappelle quand même les conditions dans lesquelles ils ont été enlevés. On a notamment le récit dramatique de cette petite âgée d'à peine 4 ans, Avigail Idan, dont les parents ont été abattus sous ses yeux. Ces images qui ressurgissent finalement, non pas qu'on les ait oubliées, mais disons qu'entre-temps, c'est vrai, les bombardements à Gaza avaient marqué les esprits, avaient peut-être eu tendance à reléguer les conditions au départ de ces actes terroristes commis sur le sol israélien, mais tout de même le fait de voir avec ces otages remonter à la surface ces récits, est-ce que ça ne va pas disqualifier définitivement le Hamas aux yeux de ceux qui, encore aujourd'hui, peuvent le voir comme un mouvement de libération? Non, mais le Hamas est disqualifié depuis très longtemps aux yeux de, j'allais dire, la communauté internationale. Pour les Gazaouis et les Palestiniens, il reste le seul mouvement qui arrive à faire bouger les choses à leurs yeux, qui arrive à faire libérer les otages, à faire libérer les Palestiniens. Mais sur les conditions de captivité, c'est très important. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que ils ont essayé de ne pas les violenter, de ne pas les maltraiter. Mais le traumatisme vient de l'avant, parce que ces otages, ils ont été pris le 7 octobre, et c'est ce jour-là. C'est les principaux traumatismes qu'ils garderont, c'est peut-être d'abord à ce moment-là, parce qu'après, ils sont à Gaza, qui est sous un tapis de bombes, où plus personne ne... Vous voyez, tout l'approvisionnement est interrompu pour tout le monde. On ne peut pas imaginer que les otages soient mieux lotis. Bien sûr. Donc, voilà, c'était... au contraire, moi, je retiens surtout qu'ils ont fait l'effort de bien préserver leur atout majeur, de ne pas le mettre en danger plus qu'il ne l'était déjà, parce qu'on peut imaginer que certains otages ont pu être tués sous les bombardements. Ça, on le saura aussi. Bien sûr. On peut faire une équivalence entre les récits de ces otages et les images et les récits des prisonniers palestiniens 3 fois plus nombreux qui regagnent aujourd'hui les territoires palestiniens, Gauthier? Ça serait hasardeux. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est faire des descriptions, oui, des descriptions à la fois de ce qu'ont vécu ou de ce que vivent certains prisonniers palestiniens, dont certains, et on s'en rend compte à l'occasion, n'ont pas de sang sur les mains ou ont à leur actif, si j'ose dire, à leur passif, des faits relativement mineurs, c'est-à-dire par exemple des adolescents qui ont jeté des pierres, oui, sur l'armée israélienne. Mais donc ça prouve, si vous voulez, qu'il y a d'une part une détention administrative qui est excessive et des détentions préventives israéliennes qui sont également excessives. Mais ce sur quoi je voudrais revenir en ce qui concerne les otages, c'est que on est dans dans un moment où, si vous voulez, et c'est normal, c'est humain, nous sommes là à nous réjouir que des otages sortent, bien sûr, mais qu'on oublie précisément ce qui a conduit à cette situation. Et quand vous posiez la question de savoir si le Hamas était disqualifié, bien sûr qu'il est disqualifié. Vous voulez dire que leurs libérateurs d'aujourd'hui restent avant tout leurs tortionnaires? Oui, et parce que aussi, le prétendu libérateur des Palestiniens est aussi un tortionnaire des Palestiniens. Ne l'oublions pas, n'oublions pas que ce qu'avait mis en exergue Amnesty International il y a quelques années, c'est-à-dire Amnesty International qui n'est pas très porté d'ordinaire à défendre Israël, mais qui avait dit qu'il y avait effectivement des sous-sols à Gaza qui servaient au Hamas pour torturer les résidus, si j'ose dire, de ce qu'était le Fatah autrefois à Gaza. Donc il y a ça aussi, il y a cette idée qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand vous avez un organisme comme le Hamas, qui est un organisme théocratique, qu'on me trouve un seul mouvement théocratique dans le monde qui a assuré une libération authentique de son peuple, et là je changerai de discours. Karim Yayaoui voulait réagir, et juste après Marie-Roger. Karim, vous êtes toujours avec nous en direct de Tel Aviv, on vous écoute.
Oui, je voulais dire 2 mots au sujet des prisonniers palestiniens. Alors évidemment, le parallèle entre les otages et les prisonniers n'est certainement pas pertinent, mais nous, on a eu l'occasion de rencontrer des familles et une femme qui a été libérée également et qui nous a confié comment ça s'était passé du côté des prisons israéliennes. Elle était en prison depuis 7 ans. On lui reprochait d'avoir tenté d'écraser des militaires avec une voiture bélier, chose qu'elle nie et que la partie palestinienne nie. En tout cas, elle nous a raconté que les conditions de détention étaient extrêmement difficiles. Elles le sont devenues encore plus après le 7 octobre. Privation de sommeil, privation de nourriture, privation d'hygiène. En tout cas, c'est ce qu'elle nous a relaté. On se souvient aussi que dans ces prisonniers, il y a aussi des enfants. On a rencontré un père de famille qui nous a expliqué que son fils de 13 ans était assigné à résidence et qu'il y avait eu un dispositif policier et militaire extrêmement important qui était venu en quelque sorte quadriller son quartier et évidemment il a souligné que pour un enfant de 13 ou 14 ans à qui on reproche d'avoir jeté des pierres, c'était assez traumatisant. En tout cas, ces témoignages, on a pu les recueillir et comme je vous le disais, il n'est pas là question de faire un parallèle, mais simplement d'évoquer les choses telles qu'elles ont été vécues par ces prisonniers palestiniens. Bien sûr, et merci de le faire pour nous, vous qui avez pu justement vous entretenir avec certains de ces prisonniers ou proches de prisonniers, et donc qui avaient sans doute une vision plus claire et plus proche des conditions de détention sur place en Israël. Dites-nous, Marie-Roger. Oui, c'est justement, c'est un peu ça, les bulles informationnelles qu'on a constatées. C'est-à-dire, si on regarde beaucoup de CNN ou même les médias français, on voit surtout la partie israélienne. Et cette fois-ci, il y a, si on veut savoir aussi comment tout ça est vu du côté palestinien, il faut regarder Al Jazeera. Et hier, c'était assez frappant parce que quand on avait les 2 écrans, d'un côté, on avait les 50 à 100 000 personnes en Israël qui se sont réunies pour attendre les otages et on voyait l'angoisse de toutes ces familles qui avaient des enfants, des parents qui avaient été enlevés. Et de l'autre, on voyait les familles palestiniennes qui se retrouvaient, les enfants aussi qui avaient été libérés, etc. C'était vraiment des trucs parallèles. Et là, au sujet du Hamas, je pense qu'il faut absolument qu'on fasse attention à ne pas projeter ce qu'on pense du Hamas sur la réalité, sur le terrain. On a bien vu qu'il y a eu des sondages hier ou avant-hier en Cisjordanie, et le Hamas est extrêmement populaire. À Gaza, c'est-à-dire c'est un mouvement totalitariste qui opprime tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. On le sait bien, il y a une forme de dictature du Hamas et beaucoup de Palestiniens n'apprécient pas ces méthodes. Et je pense aussi que il faut que si Israël doit choisir son interlocuteur, ce ne sera pas le Hamas, ça c'est clair. Mais du point de vue des Israéliens, Hamas ou un autre, c'est l'organisation qui a réussi à remettre la question israélienne sur la table parce qu'elle avait complètement disparu. Celle aux Palestiniens, enfin de la solution à 2 États, c'est ce que vous dites. Voilà. Et juste si le Hamas n'en veut pas de la solution à 2 États, il faut quand même le dire. Hein. Et n'en veut pas, mais ça, c'était des positions de départ. Même, on peut aussi rappeler que Yasser Arafat, au départ, ne reconnaissait pas Israël. Mais ça a été... de la mer au Jourdain, c'est quand même ce que voilà, ne reconnaissaient pas Israël, mais ils ont évolué, etc. Donc c'est une question aussi de négociation. Et à propos de négociation, je voulais dire... Pardon, Mario, le Hamas n'est pas sorti quand même de la lutte conventionnelle pour la libération et de l'humanité le 7 octobre dernier ? Complètement, mais complètement. J'ai rappelé une fois même quelqu'un comme Frantz Fanon qui disait que la libération, le mouvement de libération a beaucoup de droits, sauf celui de devenir inhumain et de tuer des civils. Donc je crois que même ceux qui sont pour la lutte armée n'approuvent pas du tout les méthodes du Hamas. Donc ça, au moins, ça c'est clarifié. Mais par rapport au lendemain, je crois que on regarde ces histoires des otages au jour après jour, mais on parle déjà du lendemain. Et j'étais très frappée. Toute cette semaine, on parlait déjà de l'après de manière assez radicale, genre il faut qu'on proclame tout de suite l'État palestinien, puisqu'il y a une espèce de consensus international sur la question. Tout le monde répète solution à 2 États, solution à 2 États. Je crois qu'il y a, au moins sur la doctrine, il y a un consensus, et qu'on le fasse tout de suite. C'est ça qui va
donner des perspectives à ce conflit et qu'on ne sera pas, même l'histoire des otages, on sait qu'on est bloqué demain, après-demain, dès que ça s'arrête, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire? Quand il n'y aura plus que des hommes et des militaires à libérer, on sera encore dans les problèmes habituels, et encore plus compliqués, etc. Gauthier, il faut être deux pour danser le tango, il n'est pas sûr que le Hamas souhaite le faire, et d'ailleurs pas forcément Netanyahou. C'est pas le problème du Hamas. Sur la solution Excusez-moi, des États. mais vous l'avez dit tous les deux, on ne danse pas le tango avec le Hamas. Non, personne. Non, on fait sauter le Hamas. Moi, je pense aussi qu'il faut que Israël, mais c'est pas quelque chose que j'invente, mais fasse sauter les élites politiques traditionnelles. Il faut des gens qui aient une autre vision. Je voulais juste revenir d'un mot sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos, et ce que disait Karim à propos de la détention et du fait qu'effectivement, il vaut mieux pas comparer. Il y a quand même un point qui est important, c'est que vous voyez bien que, et moi c'est ce qui me gêne, mais c'est humain, les personnes qui sont libérées aujourd'hui et qui ont vécu des choses épouvantables à Gaza, quand vous êtes dans cette crainte absolue et que tout d'un coup vos geôliers sont un peu moins brutaux que ce qu'ils ont été, vous avez quelque chose qui est de l'ordre, je ne vais pas dire que c'est le syndrome de Stockholm, il est trop précis, mais quelque chose qui atténue très largement votre caractère peut-être vindicatif éventuellement, ou votre animosité. Et que là, nous sommes dans l'humain le plus absolu, qu'il faut respecter ça, mais qu'il ne faut pas être dupe. Et ce qui me choque profondément, c'est qu'on est en train, et encore une fois, il faut se réjouir des libérations d'otages, mais qu'on a envie, pardonnez-moi, ça va être très scandaleux ce que je dis, mais on a envie de dire tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'il y a autant de morts sur le carreau, côté palestinien, côté israélien, et là maintenant on en arrive à dire il faut discuter. Il ne fallait pas discuter avant. Donc d'un mot pour terminer, la question de la détention, elle est intéressante parce que si vous voulez, vous avez en Israël, oui, il y a des discriminations, oui, les prisonniers palestiniens sont maltraités, mais ils ont éventuellement, excusez du peu, le recours à une loi. Demandez s'il y a possibilité d'avoir un recours pour ceux qui ont été détenus par le Hamas à Gaza, il n'y en a pas. Voilà, c'est quand même, il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas mettre tout dans le même panier, et c'est pour ça que j'ai refusé de faire la comparaison tout à l'heure et que Karim aussi ne la faisait pas. Bon, il y a des choses qu'il ne faut pas comparer, on est d'accord. Voilà. Mais dans cette histoire, il y a aussi des violations qui sont commises du côté israélien. Mais bien sûr. C'est-à-dire le bombardement de Gaza, je ne sais pas, 10, 20 000 morts. Et aujourd'hui, ça n'enlève pas le fait que des attentats ont été commis. Bien sûr que non. Voilà, il faut être radical dans le dossier entier. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Marie-Roger Biloa, Gauthier Rybinski. On va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal et on n'aura pas pu faire la Sierra Leone. On le regrette malheureusement. Eh oui.